Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour et bienvenue à tous pour ce podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler assurance vie et comment bien définir la clause bénéficiaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aude Blas, qui est une habituée du podcast puisqu'elle est déjà venue parler de son métier d'inspectrice pour le cabinet et la compagnie d'assurance Abeille. Et aujourd'hui, bonjour Aude. Bonjour Olivier. Allez, bienvenue sur ce podcast. Alors, nous allons parler assurance vie. Ma première question, pour les gens qui ne connaissent pas, bien que ce soit le placement préféré des Français, on va quand même rappeler son fonctionnement. Alors, comment fonctionne ce produit financier ? Quels sont ses principes ? Quels sont ses avantages ? Alors, effectivement, c'est important de le préciser, c'est un placement, un contrat d'assurance vie. Ça n'est absolument pas, comme son nom l'indique, une prévoyance. Ça, c'est une première chose. Le contrat d'assurance vie, c'est juste des fonds qu'on place et qui nous permettent d'optimiser sa rentabilité. Avec différents supports, vous avez des fonds euros qui sont possibles sur les contrats d'assurance vie, des obligations, des fonds immobiliers, des fonds actions, des SICAV. Enfin, vous avez des allocations multiples possibles. On a également une subtilité sur le contrat d'assurance vie, c'est sur la possibilité d'exonération ou d'abattements fiscaux et d'abattements successoraux. Ça fait partie des avantages du contrat d'assurance vie. Alors, est-ce que c'est un placement qui nécessite de bloquer son épargne ? Alors, c'est souvent une question qui revient parce qu'on garde en tête, à l'époque de la création des contrats d'assurance vie, qu'il fallait laisser bloquer 8 ans. C'était les prémices des contrats d'assurance vie tels qu'on les connaît aujourd'hui. De mémoire, c'était avant 1976 où c'était des contrats escomptés. Donc, il fallait laisser placer les fonds 8 ans pour ensuite pouvoir les récupérer. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais la date des 8 ans est restée parce qu'effectivement, on bénéficie d'un abattement au-delà de l'antériorité fiscale des 8 ans. Donc non, pour répondre à sa question, Olivier, le placement est complètement libre. On peut placer sur un contrat d'assurance vie aujourd'hui et récupérer dans ses fonds dans 6 mois si on le souhaite. D'accord. Le seul inconvénient, ce sera qu'on perdra, on n'aura pas l'avantage fiscal qui fait partie du package. Exactement. Très bien. Merci pour cette précision. Alors, est-ce que du coup, j'ai intérêt à prendre date à un moment donné de ma vie en ouvrant un contrat et ceci dit, avant un certain âge, est-ce qu'il y a un intérêt ? Ah, je dirais oh que oui. C'est vraiment sur les contrats d'assurance vie la date d'ouverture qui va faire foi. Donc, quel que soit le montant placé, vous pouvez ouvrir des contrats d'assurance vie avec 100 €. Mais c'est la date d'ouverture, qui va faire foi sur l'antériorité fiscale. Donc, je vous dirais que dès que votre enfant naît, il a 2 mois, n'hésitez pas, ouvrez un contrat d'assurance vie, sans forcément placer des fonds si financièrement ça vous est difficile. Mais il sera certainement content d'obtenir son contrat et de l'utiliser quand il aura 20 ans, parce qu'il aura déjà passé cette barrière fatidique, j'allais dire, des 8 ans. Et on ne connaît pas non plus la fiscalité qui sera applicable dans 20 ans. On peut penser qu'elle évoluera pas forcément dans le sens positif du contribuable et de se dire j'ai pris l'antériorité, mon contrat il est de maximum 2023 et donc plus tôt vous l'ouvrez, plus vous aurez d'avantages. C'est-à-dire que pour bien comprendre, c'est au moment où on ouvre le contrat, sa fiscalité elle est fixée pour toute sa durée de vie. C'est-à-dire que même s'il y a des évolutions fiscales derrière, elles ne vont pas avoir d'effet sur mon contrat que j'ai ouvert à partir d'une certaine date. Est-ce que c'est exact ou pas ? Alors, c'est difficile de l'affirmer aujourd'hui parce que l'administration peut revenir sur certaines doctrines. Il est possible que ce soit le cas. Aujourd'hui, on a des abattements, par exemple, qui sont figés. C'est dans le collimateur de l'administration et également du gouvernement de pouvoir modifier et réduire le montant des abattements. Quoi qu'il en soit, on sait ce qui est acquis aujourd'hui. Donc, d'ouvrir en 2023 son contrat d'assurance vie va figer aujourd'hui la fiscalité. Si elle évolue défavorablement dans le temps, on aura conservé les avantages peut-être qui ne reviendront pas de façon rétroactive, peut-être. Si c'est le cas
et par exemple améliorer la fiscalité, rien ne nous empêchera d'ouvrir un nouveau contrat fiscalement plus avantageux. C'est difficile de répondre, savoir est-ce qu'il y aura un impact ou pas. Aujourd'hui, on peut penser que non. Ce qui est acquis reste acquis. D'accord. Est-ce que, donc, par rapport à ça, est-ce que donc, l'assurance vie est un outil de transmission de son patrimoine financier? Est-ce que, du coup, il y a un intérêt à définir et comment définir les clauses bénéficiaires d'une assurance vie? Alors ça, c'est un point clé, la clause bénéficiaire d'une assurance vie. Alors, elle est modulable et modifiable à tout moment. Donc, ce qui est important, c'est de se projeter, mais pas que. Il faut définir sa clause bénéficiaire telle qu'on la souhaite au moment où on place ses fonds et au moment où on fait son placement. Notre situation de vie va évoluer, on aura peut-être des enfants, peut-être des petits-enfants, on va se marier, on va peut-être divorcer, notre situation va évoluer. Donc, ce qui est important, c'est de la définir au moment où on souscrit. Pas forcément se projeter dans 10 ans, 20 ans et de définir une clause bénéficiaire qui soit valable pour toute une projection future potentielle, mais de définir au contraire quelque chose qui marche actuellement. Exactement. Pour demain. Parce que l'avantage des clauses bénéficiaires, c'est qu'on peut la modifier quand on veut. D'accord. Et Donc, comment ça se modifie? Est-ce que c'est un processus simple? c'est très simple, il y a un formalisme extrêmement simple. Une simple lettre aux compagnies d'assurance avec votre numéro de contrat, votre identité et la date, et vous dites que je sous-signez Monsieur Pierre Dupont, souhaite dorénavant modifier ma clause bénéficiaire comme suit, et vous la notifiez selon vos souhaits du moment. D'accord. Donc en réalité, de notre vivant, on fait ce qu'on veut notre clause bénéficiaire. Ne nous privons pas de faire ce qu'on veut aujourd'hui et n'essayons pas d'anticiper l'avenir, puisqu'on ne connaît pas l'état de son patrimoine futur. Et du coup, par exemple, si je mets mon conjoint bénéficiaire et que je divorce, je pourrais être amené à dire, dans ce cas-là, à la changer. Alors ça, c'est très, très important. Il y a eu tellement de sujets, tellement de difficultés, j'allais dire juridiques à ce niveau-là. Une importance majeure, si vous mettez « mon conjoint », c'est votre conjoint au moment du décès. Bon, donc là, il n'y a pas de sujet, il n'est pas nommé. Si vous nommez votre conjoint en termes de qualité de conjoint et son nom, encore faut-il que votre conjoint soit toujours votre époux au moment du décès. Si ça n'est plus le cas, et votre conjoint décide de faire valoir cette clause bénéficiaire, il est possible d'aller devant les tribunaux et le juge pourra statuer de la bonne application de la clause bénéficiaire. Un vrai conseil, notifiez pas la qualité de conjoint. Vous notez Monsieur Pierre Dupont, date et lieu de naissance, et ensuite vous modifiez si vous venez à divorcer. D'accord. Mais évitez de combiner la qualité avec l'identité du bénéficiaire. Parce que ça fait beaucoup, ça mène au tribunal, ce genre. Exactement. Si ça n'est plus votre conjoint au moment du décès, ça peut poser un vrai problème. Le conjoint peut prétendre au versement au titre du fait que son nom apparaît dans Exactement. la clause. Votre nouveau conjoint qui a la qualité vraiment de conjoint au moment du décès va venir dire « écoutez, c'est moi le conjoint ». Oui, mais au conjoint est accolé le nom de mon ex-femme qui sera bénéficiaire de cette figure. Exactement. Évitons cette ambiguïté. Alors, dans ces clauses bénéficiaires, il y a des possibilités d'actionner des options. À quoi ça sert? Alors, les clauses bénéficiaires à option, c'est un super outil de construction de clauses bénéficiaires. En fait, sur la succession globale, vous avez possibilité d'actionner ce qu'on appelle le cantonnement. Donc, ça veut dire qu'on peut renoncer partiellement à une succession. Ça, c'est possible en termes de droit successoral. Ce qui n'est pas possible sur un contrat d'assurance vie. Vous ne pouvez pas définir de n'accepter qu'une partie des capitaux qui vous sont destinés. Donc, dans ces cas-là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le nombre de contrats. Comme ça, on va mettre des bénéficiaires différents sur chaque contrat. La clause à option, ça permet de laisser le choix aux bénéficiaires désignés de ne récupérer qu'une partie des capitaux au moment du décès. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne connaît pas l'état de son patrimoine. Quand le conjoint, par exemple, quand ils vont décéder, ça peut se passer dans 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 500 000 euros sur un contrat d'assurance vie. Enfin, mon conjoint a 500 000 euros sur un contrat d'assurance vie. Je suis bénéficiaire.
est-ce que j'aurais besoin des 500 000 euros quand il va décéder? Pas de mon âge, effectivement. C'est les formes de nage et de mon patrimoine. Hein. Ouais. Le fait de prévoir... Et peut-être que du coup, ce sera plus les enfants qui pourraient être, qu'il serait intéressant de faire bénéficier que de le garder. Exactement. La possibilité finalement de dire, j'ai le choix, au moment du décès, je ne vais récupérer qu'une partie, donc il faut le prévoir dans la clause, c'est une clause à tiroir, hein. Je ne prends que 20% des capitaux. Et en réalité, les bénéficiaires résiduels, ce qu'on appelle les bénéficiaires résiduels, on peut mettre les enfants, bénéficieront de l'abattement du premier bénéficiaire. Je vais vous donner un cas concret, c'est que lorsque vous avez passé 70 ans, le conjoint est exonéré de droits de succession, donc de toute façon, le conjoint récupère les capitaux sans payer de droits. Pour autant, le contrat d'assurance vie qui sera reversé sur le bénéficiaire, la conjointe, a passé ses 70 ans. Si elle n'utilise pas ces fonds-là, les enfants qui sont bénéficiaires de la maman n'auront un seul abattement que de 30 500, le reste est soumis à droit de succession. Si on veut éviter ça, on actionne la clause bénéficiaire à option, j'en prends une partie, le reste je le laisse à mes enfants qui bénéficieront là chacun de 152 500 euros d'abattement. D'accord, donc fiscalement beaucoup plus intéressant. Exactement. Oui, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé suffisamment dans l'introduction, dans la présentation de l'assurance vie, mais c'est un outil aussi qui permet de faciliter fiscalement la succession. Et on n'a pas parlé des modalités, mais juste pour mémoire. Tous les fonds qui sont placés sur des contrats d'assurance vie avant 70 ans, en fait, vous permettent de pouvoir exonérer vos bénéficiaires à hauteur de 152 500. Donc, c'est bien par bénéficiaire. Ça veut dire que si vous avez un contrat d'assurance vie d'1 million d'euros avec 10 bénéficiaires, ils ne paieront absolument aucun droit de succession, quel que soit le lien de parenté. Hein. D'accord. Et après 70 ans, la donne est différente. Si vous placez sur un contrat d'assurance vie après 70 ans, les bénéficiaires auront un abattement global de 30 500 euros sur les fonds placés. La plus-value est exonérée pour le coup. Et ensuite, c'est les droits de succession qui vont s'appliquer. D'accord. D'où l'intérêt de prendre date avant cet âge-là. Exactement. Et de pouvoir placer également avant 70 ans. De placer tout, donc de vraiment régler cette partie-là avant l'âge de 70 ans. Exactement. Ou avoir aussi, vous savez qu'il y a des subtilités fiscales, on parlait de l'antériorité. Si vous bénéficiez et vous avez ouvert des vieux contrats avant 20 novembre 1991, surtout, gardez-les ouverts. Ils ont une fiscalité successorale extrêmement avantageuse qui vont vous permettre de pouvoir replacer après 70 ans en bénéficiant des abattements d'avant 70 ans. D'accord. Donc ça, c'est précieux. 1991, ça remonte. Ça remonte, effectivement. On est encore dans nos tiroirs. D'accord. Ouais. Ben, merci pour ces précisions sur les clauses à option qui, je pense, sont pas très connues. Et peut-être les ingénieurs patrimoniaux ne les connaissent pas forcément non plus. Donc ça c'est forcément un partage intéressant pour tous les professionnels qui nous écoutent. Ces options-là, est-ce que c'est intéressant de les utiliser? Parce que je pourrais aussi ouvrir plusieurs assurances-vie en multipliant les bénéficiaires. Alors oui, c'est une possibilité, sauf que là, tu ne laisses pas le choix à tes bénéficiaires de récupérer les capitaux. Oui. On en revient à la liberté de choisir les fonds qui nous reviennent ou qui ne nous reviennent pas. Si tes bénéficiaires n'en ont pas besoin, bah effectivement, ça se combine. Pour moi, la multiplication du nombre de contrats d'assurance vie et les clauses bénéficiaires à option peuvent se combiner. Mais l'avantage des clauses à option, c'est de permettre un libre choix au moment du décès. Vraiment. D'accord. Est-ce que au niveau familial, parce que le bénéficiaire n'est pas forcément quelqu'un de la famille, mais si on veut utiliser ces clauses d'option, est-ce qu'il vaut mieux en parler, en fait, que la personne qui souscrit à ces clauses-là en parle avec l'intéressé bénéficiaire, pour qu'il soit au courant de cette possibilité, enfin de ce qu'il est en train de mettre en place et du choix qu'il aura à faire à un moment donné. Oui, je pense que ça, c'est intéressant. Les clauses à option sont souvent mises en place entre conjoints pour ensuite en bénéficiaires résiduels les enfants. Ça a un vrai sens sur des patrimoines importants. Je pense que c'est important de pouvoir échanger avec son conjoint de cette possibilité-là, de dire « je vais te permettre de récupérer 80%, 60%, 50%, 20% des capitaux. Tu verras ce dont tu as besoin au moment où je vais décéder pour permettre justement de minorer un peu les droits de succession pour les enfants en second tour. » D'accord. En termes de fiscalité, ça a été un sujet assez complexe.
les clauses à option avaient été décriées à une époque, puisque l'administration fiscale ne savait pas comment requalifier ces fameux abattements. Et la réponse ministérielle qui a été donnée, c'est la réponse ministérielle Malhuret en septembre 2016, qui a levé absolument toute ambiguïté. Donc aujourd'hui, les clauses à option sont acceptées dans toutes les compagnies d'assurance et fiscalement bénéficient du même abattement de premier rang en réalité. D'accord. Quel est l'accompagnement qui est apporté donc le jour J, après la disparition du souscripteur, quel est l'accompagnement qui est apporté à la personne qui doit faire ce choix? Est-ce qu'il y a Parce que bon, peut-être à la souscription, on en parle de cette partie option, mais le décès peut arriver 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc forcément, cette information, elle est perdue avec le fil du temps. Donc c'est l'assureur qui est finalement le garant de cette mise en place. Comment ça se passe? Effectivement, le conseiller prend contact avec la bénéficiaire désignée en lui expliquant toutes les possibilités qu'elle a de récupérer partiellement son capital. Et le choix doit être fait à ce moment-là, de dire, bon, ok, je récupère le bénéfice du capital et j'actionne mon option à hauteur de 40% par exemple. Mais c'est un accompagnement au moment du décès et c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui doit orienter au mieux sa cliente à ce moment-là et lui expliquer la fiscalité, les tenants de la fiscalité au moment de ce choix à faire. Je rebondis parce qu'il y a encore des sommes importantes d'argent en déshérence suite à des successions qui n'ont pas été réclamées par les bénéficiaires. Et ces personnes-là peuvent rester introuvables par les assureurs. Que faut-il faire pour s'en protéger? Alors, pour s'en protéger, ce qui est important, alors il y a encore effectivement beaucoup de sommes en déshérence. On a l'obligation, maintenant les assureurs ont l'obligation d'aller rechercher les bénéficiaires, ce qui est parfois très compliqué. On a des clauses bénéficiaires qui sont très allégées, uniquement nom et prénom, sans lien de parenté, sans lien de filiation avec la personne décédée. Donc ça nous est très difficile d'aller retrouver les bénéficiaires. Pour s'en protéger, simplement, il est important de pouvoir laisser des dossiers dans ses papiers, précisant qu'on a des contrats d'assurance vie et les mettre le plus clairement possible. Une clause bénéficiaire doit désigner nom, prénom, date et lieu de naissance. Alors, c'est ça qui est important, qui permet de faciliter la recherche par la compagnie d'assurance. Exactement. Alors, une adresse peut être mise, sauf que vous savez très bien qu'une adresse peut être changée très rapidement. Ça peut être difficile d'aller retrouver quelqu'un même avec l'adresse, mais nom, prénom, date et lieu de naissance, c'est beaucoup plus simple pour nous. C'est facilitant. Oui. Les compagnies d'assurance ont accès à des informations d'état civil ou ont accès à des informations qui permettent de rechercher ces personnes ou elles font leur propre recherche en interne? On a des recherches en interne, mais on a effectivement, on peut travailler effectivement avec des aides de l'État, avec des généalogistes. Ça nous est arrivé aussi sur des dossiers complexes où il y avait des capitaux importants. Et on a accès à des informations, oui, et donc c'est très facile avec le date et lieu de naissance, identité complète, d'aller retrouver les bénéficiaires. Trouver quelqu'un, même s'il est à l'étranger? Même s'il est à l'étranger, oui. D'accord. Oui. Parce qu'en général, ils gardent des accroches en France. Oui. Donc en fait, les sommes en déshérence sont de moins en moins importantes suite à la mise en place de toutes ces lois qui poussent les assureurs à rechercher les moyens qui sont mis en place. Oui, il y en avait énormément. Il y en a de moins en moins, mais c'est pas pour autant qu'il ne reste pas plusieurs... Enfin, c'est important, c'est colossal. Hein. C'est colossal parce que on n'avait pas pris conscience de l'importance de pouvoir informer les bénéficiaires, parce que c'était relativement tabou aussi de dire je n'ai par exemple pas d'enfant et je décide de mettre bénéficiaire à mon voisin ou un ami qui s'occupe de moi. Donc je ne vais pas lui dire, mais je vais juste marquer son nom et son prénom sur mon contrat. Pour s'en protéger, donc on a vu qu'il était important de mettre nom et prénom. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire au niveau familial ou par exemple simple? Parce que le communiquer, c'est difficile de communiquer sur cette information. Tu as indiqué laisser des papiers, mais c'est pas forcément évident. Est-ce que le notaire, et dans le cadre d'un testament, ça peut être une solution? Alors, je vais aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est le bénéficiaire acceptant. À une époque, on ne précisait pas aux bénéficiaires qu'on l'avait désigné sur un contrat d'assurance vie, tout simplement parce qu'il pouvait se porter bénéficiaire acceptant. Simple courrier à la compagnie pour dire « j'ai connaissance que mon père a souscrit un contrat d'assurance vie et j'accepte les bénéfices du contrat ».
ça bloque le contrat d'assurance vie et ça empêchait le papa, par exemple, de pouvoir agir sur son contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Depuis quelques années, le bénéficiaire acceptant doit signer en même temps que le titulaire du contrat. Donc déjà, ça allège un peu la donne. Ça permet de dire, je peux dire à mon enfant, je t'ai mis bénéficiaire de mon contrat, sans que lui, derrière, de façon un petit peu pernicieuse, aille se désigner bénéficiaire acceptant. Ça n'est plus possible. Alors, juste pour rappel, le bénéficiaire acceptant, qu'est-ce que ça veut dire avec des mots plus simples? Ça veut dire qu'il bloque le contrat. Je me porte acceptant du contrat. Du vivant Du vivant, du contrat d'assurance vie. Et ça empêche le titulaire de pouvoir récupérer son argent sans la signature du bénéficiaire acceptant. D'accord, oui, d'accord. Donc ça, c'était quelque chose qui était actif il y a un certain nombre d'années. Oui. Et ça se faisait beaucoup sur les conjoints qui décidaient de quitter le foyer familial. Madame, par exemple, qui avait connaissance effectivement que son mari avait un contrat d'assurance vie, décide de refaire sa vie. Elle envoyait un courrier à la compagnie d'assurance pour dire qu'elle se portait bénéficiaire acceptant. Il ne pourrait en aucun cas récupérer ses fonds ni changer sa clause bénéficiaire. D'accord. Et ça a disparu donc. Ça a disparu. On peut toujours se porter bénéficiaire acceptant, mais il faut que ce soit notifié d'un commun accord. D'accord. Donc ça se fait maintenant effectivement très peu. On en voit beaucoup moins des bénéficiaires acceptants. D'accord. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, on évoquait le notaire, donc. Le notaire, la possibilité de déposer sa clause chez un notaire. Donc de faire connaître en fait l'existence de ces contrats d'assurance vie dans son testament pour que le jour de sa succession, finalement, il soit porté à la connaissance des bénéficiaires parce qu'ils seront inscrits dans le testament. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée pour ne pas laisser finalement potentiellement le contrat en déshérence. Je suis prudente là-dessus, je suis très prudente. J'aurais pour habitude de dire non, ne le transmettez pas cette information au notaire. En fait, l'assurance vie ne rentre pas dans l'actif successoral. Le fait d'informer le notaire, parfois il y a des ambiguïtés fiscales successorales qui font créer des erreurs en réalité et qui font payer des droits de succession sur des choses qu'on n'aurait pas dû. Moi, je dirais juste... Donc ça, il y a du REX, du retour sur expérience. Il y a du retour sur expérience, effectivement, avec des sujets, des enjeux fiscaux forts et importants. Ou donc des contrats d'assurance vie seraient rentrés dans la succession par les notaires, par méconnaissance probablement. Exactement. Et du coup, des frais de succession auraient été appliqués à tort à ces contrats. Absolument. Donc, j'aurais tendance à dire, si le notaire est parfaitement en règle et très calé sur ce type de sujet, pourquoi pas? Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler uniquement avec les compagnies d'assurance, de bien préciser dans nos papiers, et pour ne pas laisser en déshérence, le sujet est vraiment là, de ne pas laisser en déshérence les fonds, de porter à la connaissance des bénéficiaires le fait qu'ils sont susceptibles de récupérer les capitaux. Et un point important, pour ne pas avoir besoin d'une dévolution successorale ou d'un acte de notoriété qui est facturé par le notaire pour dénouer un contrat d'assurance vie, si vous désignez vos enfants, par exemple, ne mettez pas « mes enfants par parts égales ». Vous les nommez tout simplement. Avec leur nom, prénom. Nom, prénom, date et lieu de naissance, sans leur qualité. Dans ces cas-là, on n'aura pas besoin d'aller chez le notaire pour aller chercher une dévolution successorale pour bien préciser qui sont vos enfants. Ça vous évite déjà de perdre du temps, ça vous évite de perdre de l'argent, ça permet de verser les capitaux beaucoup plus rapidement à vos enfants. D'accord. Merci pour ces conseils. J'arrive au bout de mes questions sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Aude. Est-ce que quelque chose à rajouter peut-être sur ce sujet très vaste ? J'aurais plein de choses à rajouter, mais ça serait peut-être un petit peu long. On pourrait en parler de façon individuelle et c'est complètement adaptable, toutes ces clauses bénéficiaires. C'est de vrais enjeux. Voilà, si vous avez envie d'entendre un peu plus de sujets sur l'assurance vie de la part d'Aude, eh bien laissez-moi un petit message sur LinkedIn et puis je la réinviterai sur le podcast. Bien, pour te joindre, Aude, toujours sur LinkedIn, Aude Blas. Absolument. Et puis, si vous êtes un professionnel de la finance, vous pouvez la retrouver donc, sur ce réseau social. Merci beaucoup, Aude. Merci, Olivier. À très bientôt. Au revoir à tous. Finance et patrimoine.
Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et Patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.